Hello everyone, I'm really happy to welcome you to this first day of NFT Biarritz. And this morning we'll have two fascinating talks about metaverses. And this very first panel talk I'm really happy to introduce is how the metaverse improves the workplace. And we'll have four distinguished guests. And Karen will be the moderator for this roundtable. Thank you everyone. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous êtes en forme au début de ces 2 jours de NFT Biarritz. Toujours un plaisir pour moi d'être à cet événement. Donc, pour me présenter rapidement, je suis la CEO et cofondatrice de Doors3, donc le premier cabinet de conseil indépendant dédié au Web3 et au Metaverse. On accompagne des grands groupes et des marques, dont certains sont ici dans leurs projets, et de Doorsport, qui est une agence Web3 dédiée au sport. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir des super speakers avec moi. Et on est presque à la parité en plus, on peut le souligner. Donc voilà, j'ai notamment Sophie qui est Head of Project chez Wagmi. Je crois que tu viens juste de lancer une plateforme en plus, donc on peut l'applaudir. Elle vient de lancer la plateforme maintenant. Et donc tu accompagnes toi des marques et des grands groupes aussi justement dans leurs projets. On pense notamment à La Poste ou Picard qui sont des marques connues de tous. Tu nous en diras un petit peu plus. Carlos qui a plus de 20 ans d'expérience chez Allianz et s'intéresse depuis quelques années justement à l'innovation, au Web3 et plus largement l'innovation dans les environnements de travail. Ça tombe bien, c'est le thème du jour, donc on est bien. On a Greg qui dirige donc MetaAdventure et donc qui accompagne des entreprises et des administrations pour créer du lien entre les équipes avec toutes les nouvelles manières de travailler. Donc on en parlera autour du métaverse, notamment des mondes immersifs. Et Jonathan, qui après avoir évolué et avoir géré sa propre agence, a rejoint le groupe Renault, a accompagné un certain nombre de projets créatifs chez Dacia, chez Renault, chez Alpine, qu'on a le plaisir d'accompagner d'ailleurs, et qui aujourd'hui est au sein d'une équipe transverse qui pilote justement des projets notamment Web3 et Metaverse, mais pas que, et qui nous parlera des initiatives du groupe. Donc voilà, pour introduire rapidement, parce que 45 minutes, ça passe vite, on va essayer de les tenir. Pour introduire ce sujet, donc How the Metaverse Improves the Workplace. La première chose que j'aimerais vous dire, c'est qu'on va essayer de ne pas être bullshit, parce que c'est vrai que le Metaverse, c'est un vrai buzzword pour le coup, qui a été utilisé maintes et maintes fois pour pas toujours les bonnes raisons, et qui est parfois mal compris. Ce qu'on va essayer de faire aussi dans ce panel, c'est justement plutôt de déconstruire ça et de venir décrypter les vrais cas d'usage, en quoi les entreprises peuvent se saisir de sujets, finalement des technologies qui l'entourent pour venir améliorer demain les espaces de travail, mais aussi l'engagement des collaborateurs, les liens avec les partenaires. Aujourd'hui, juste pour introduire rapidement, il faut avoir en tête que plus de 50% de la population est maintenant digital native. Ce que ça signifie, c'est qu'on ne consomme plus le contenu comme avant, et c'est plus une question de pourquoi y aller, c'est plutôt comment. Voilà, aujourd'hui, les nouvelles générations, mais pas que, ne veulent consommer que par le virtuel, passent plus de 12 heures par semaine sur des plateformes virtuelles, de jeux vidéo ou des plateformes immersives. Et donc tout l'enjeu, c'est aussi de préparer le terrain de demain, comment on va imaginer le workplace de demain, comment on va transiter entre un workplace entre guillemets statique à un workplace plus immersif, et au-delà, comment on va aller tirer le fil aussi plus largement du Web3, toute la partie par exemple token et NFT pour engager ses employés, toute la partie certification de diplômes, de formation, l'engagement des collaborateurs au sens large. Bref, beaucoup d'opportunités, mais on verra aussi qu'il y a des challenges, il y a des vrais défis, il y a des vraies questions à se poser. Et quand on accompagne ces sujets-là, aujourd'hui, ce n'est pas encore évident. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'expérimentation, beaucoup de POC, parce qu'il y a des vrais enjeux derrière de cybersécurité, d'adoption, d'identité digitale, par exemple. On en parlera avec les principaux concernés. Donc voilà, on va essayer de rompre avec le bullshit autour du buzzword métaverse et de rentrer dans les vrais sujets. En quoi le métaverse peut changer la donne pour le workplace. Je vous propose de démarrer. Du coup, on va démarrer. Donc, on va essayer de tenir, on va dire, 3 parties. Une première partie, justement, où on va explorer un peu les opportunités. Voilà, on ouvre le champ des possibles autour des opportunités. Une deuxième partie où on regardera un peu plus les challenges, les défis. À quelles questions on doit répondre en fait, pour arriver à faire ce Swift. Et puis, on va essayer de donner des cas d'usage concrets tout au long du panel. Je compte sur vous. Si ce n'est pas le cas, je vous reprendrai.
Et puis surtout de se poser la question ensuite de pourquoi y aller, comment et pour quel résultat, parce que c'est intéressant aussi d'avoir des données tangibles autour de ça. Donc pour démarrer sur la première partie, Carlos, c'est à toi que je pose la première question. Toi qui travailles justement depuis plus de 20 ans sur tous ces sujets-là et dans un grand groupe comme Allianz, pour toi, qu'est-ce que le métaverse vient changer? C'est quoi les avantages concrets que tu y vois? Et pourquoi vous explorez cet univers-là chez Allianz, notamment dans le sujet du workplace? Alors, pour essayer de répondre à ces 3 questions, je vais vous proposer de remonter quelques années en arrière, avant le Covid. Alors, c'est pas si longtemps, mais ça paraît déjà très, très éloigné, il y a 3-4 ans, où tous les matins, comme un seul homme ou comme une seule femme, on se levait, on allait tous au même endroit, qui s'appelait le bureau à l'époque, ça s'appelle toujours d'ailleurs le bureau, au même moment, pour y faire globalement tout le temps la même chose. On y croisait ses camarades, ses collègues, on voyait toutes ses équipes. On allait au point d'eau de la savane qui s'appelait la machine à café, où on rencontrait plein de gens, soit de façon structurée, soit déstructurée. On résolvait tous, et on a tous résolu énormément de problèmes, et on a trouvé énormément de solutions dans cette machine à café. Et puis, on a aussi vécu des réunions qui ne se terminaient pas juste au moment où on arrêtait la réunion, mais qui continuaient dans les couloirs du bureau, où on échangeait avec les personnes qui étaient là, où on allait chercher une autre personne pour répondre à la question qu'on avait éventuellement soulevée lors des réunions. En fait, avec le Covid et avec le déploiement du télétravail et la généralisation finalement du mode de travail en mode hybride, cette unité de temps, de lieu et d'espace qui était le bureau a complètement volé en éclats. En fait, aujourd'hui, on peut travailler de n'importe où, n'importe quand. Et quand on va au bureau, on n'est pas sûr de trouver les personnes que l'on veut y rencontrer. On n'est pas sûr forcément de rencontrer les gens de son équipe. Et parfois même, quand on y va le vendredi ou le lundi, on se retrouve dans un open space où on est un peu tout seul. Et ça génère fondamentalement des risques, ou en tout cas des problématiques. La première problématique, c'est la perte de collectif. Quand on voit moins les gens, quand on échange moins, l'information se passe moins, se transmet moins, et donc on a une perte de collectif potentiel. Le deuxième impact, c'est fondamentalement, potentiellement, un début de ressentiment ou de sentiment d'isolement. On se ressent un peu tout seul. Avant, on rencontrait ses collègues tous les jours. Aujourd'hui, on les rencontre une fois de temps en temps en réunion, par Teams. Voilà, ce sentiment d'isolement. Et puis, quand on arrête la réunion Teams, on se retrouve un peu tout seul chez soi. Je crois qu'on a tous connu ce moment d'isolement et de solitude où on est tout seul. Et donc, on a ce sentiment d'isolement. Et parfois même, ça va jusqu'au désengagement des collaborateurs dans les équipes. En fait, le pari qu'on a fait et l'idée qu'on a eue, c'était de se dire que le métavers permet finalement de reconstituer cette unité de temps, de lieu et d'action que l'on a perdu avec ce bureau physique, en le reconstituant finalement au travers d'un espace virtuel. Et au travers de l'avatar, finalement, de retrouver des réflexes que l'on a lorsqu'on est en mode physique. Le petit avatar, on peut se le déplacer, on peut aller voir quelqu'un. Alors quand on arrive le matin, quand on ouvre son espace de travail, on voit tous les gens qui sont sur le plateau, comme quand on était dans la vraie vie. On arrive au bureau, on voit tous les gens, on va avec son avatar directement échanger avec une personne. On voit une autre personne, on voit que telle personne est en réunion et qu'on peut peut-être la choper en sortant de la réunion. Bref, on retrouve finalement cette vie de bureau, mais en mode virtuel. Et le pari qu'on fait, c'est que ça peut recréer du lien, recréer ce sentiment d'appartenance et éteindre complètement ce sentiment d'isolement. Avec un point supplémentaire qui me semble être intéressant, c'est qu'on met au cœur finalement de l'échange l'oral, que l'on a un peu perdu avec le chat ou autre, qui est finalement le mode de communiquer qui est le plus évident, qui est l'oral, versus l'écrit que l'on a tendance aujourd'hui à utiliser un petit peu, et pour certaines générations, c'est une vraie problématique. Est-ce que j'ai répondu à la question? Mais c'est parfait, on va continuer comme ça. Merci beaucoup pour cette introduction. Et intéressant de voir effectivement cette dimension de lien. Après le lien, on va parler de la création de valeur. Donc, je me tourne vers toi, Sophie. Toi qui accompagnes justement des entreprises, des marques dans ces projets-là, en quoi le métaverse, et même on peut élargir plus largement au Web3, permet une plus grande création de valeur aussi pour les entreprises. Donc au-delà du lien, comment on peut créer de la valeur et comment justement ne pas tomber juste dans l'effet buzz ou one-shot et créer de la valeur, adresser des vraies problématiques sur le long terme. Comme tu le disais justement au départ, nous chez WAGMI, le but c'est vraiment, on veut pas les buzzwords, on évite le bullshit, c'est vraiment presque notre source d'où on vient. Et en fait, ce que nous on préfère, c'est partir de ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, dans le Web 2, il y a des choses très concrètes, des sources de valeur que vous retrouverez. Et le but, c'est de reprendre ces sources de valeur
et de les ramener dans le Web 3. On peut en citer quelques-unes dans la création de valeur. Par exemple, aujourd'hui, quand vous avez votre expert comptable, s'il est placé dans le 8e arrondissement à Paris ou dans le 20e, ce n'est pas la même chose. L'emplacement, ça a une importance. On peut citer par exemple l'historique. Par exemple, si votre boulanger, il y a sur sa façade écrit boulanger de père en fils depuis 1950, vous vous dites qu'il doit faire du bon pain. S'il est là depuis 2019, vous avez peut-être plus un doute. Bon. Et enfin, vous avez, quand vous allez dans des bureaux de fusion-acquisition, vous voyez des petits tomes devant. Vous avez pu faire 1 million de chiffre d'affaires, vous avez fait ci, vous avez fait ça. Dans le bureau de votre docteur, vous avez des informations sur j'ai tel diplôme, telle université, etc. Et en fait, ces différentes sources de valeur qu'on voit dans le Web 2, il faut les apporter dans le Web 3 pour que votre collaborateur retrouve cette envie d'y aller dans le Web 3. Et par exemple, aujourd'hui, dans le Floor Price, on voit des métavers comme Overside, qui est le métavers de Yuga Labs, des Bored Ape Yacht Club, où si vous avez une terre à côté du centre, donc dans les 100 et quelques, le floor price il est bien plus élevé que si vous êtes dans les 100 millièmes, très très loin dans la galaxie. Si vous avez aujourd'hui, vous avez minté un Bored Ape, si vous avez minté un CryptoPunk, on le voit dans la blockchain, c'est un historique qu'on retrouve, alors que si vous l'avez vendu, quand vous l'avez acheté au plus haut, que vous l'avez vendu en bas, que vous êtes revenu, etc., ça pourra dire quelque chose sur vous. Est-ce que vous êtes un peu plus hésitant, vous connaissez moins bien? Ça a des impacts qu'on va retrouver. Et nous, chez WAGMI, on a pris le dernier aspect, le trophée. On travaille avec la Croix-Rouge, entre autres, pour récompenser les bénévoles dans leurs actions. J'ai été bénévole sur tel chantier, j'ai été bénévole dans tel pays, j'ai fait ci, j'ai été le premier à atterrir à tel endroit. J'ai telle compétence aussi. Je sais gérer une équipe de 10 personnes. Et en fait, c'est des petits trophées qu'eux, après, ont dans leur wallet. Et c'est vraiment là l'aspect du NFT qu'on va retrouver et qui va vraiment apporter cette source de valeur qui manque parfois au digital. Super cas d'usage, la Croix-Rouge. On peut parler des sujets Web3 for Good d'ailleurs, qui sont hyper intéressants. Merci beaucoup Jonathan pour finir un peu cette partie-là d'opportunités. Vous, chez Renault, au sein du groupe Renault, avec toutes les marques, vous avez entrepris justement plusieurs projets, notamment autour du métaverse. Tu nous en diras un peu plus. Finalement, de ton point de vue, comment déjà on amène un grand groupe comme le groupe Renault à prendre ce virage, parce que c'est quand même pas un virage ridicule. Et puis, dans ton contexte, en fait, qu'est-ce que le métaverse peut venir offrir, notamment dans le lien entre les collaborateurs et l'entreprise, mais tu nous parleras aussi peut-être de la partie industrielle. Alors, bonjour à tous. En fait, nous, on a la chance d'avoir un CEO qui est arrivé en 2020, qui est Luca De Meo, et qui a une vision très forte pour le groupe, et notamment la place de la technologie dans le groupe et au service des métiers. Donc déjà, on a la chance que ça vienne d'en haut. Malgré tout, c'est pas parce que ça vient d'en haut que c'est facile de faire comprendre en fait qu'il va falloir transformer en fait les métiers pour pouvoir intégrer des nouvelles technologies. Donc ça passe aussi par l'acculturation. Gros travail qu'on est en train de faire en fait justement en partant du top management pour en fait convaincre d'abord en fait les décisionnaires pour qu'en fait eux après puissent faire descendre ça sur leurs équipes. Donc on a un gros travail en fait là-dessus, de façon à, dans un groupe comme nous, qui est quand même un groupe ancien, même si on a toujours eu une position sur l'innovation assez forte, malgré tout, voilà, convaincre, prouver, essayer, tester, ça c'est le premier rôle. Et puis ensuite, alors, on a évoqué deux thèmes hyper importants sur ce que le métaverse notamment peut apporter en fait, dans le monde du travail. Il y a effectivement tout ce qui va être pouvoir séduire des nouvelles générations qui ne sont pas forcément, forcément en tout cas une image positive de l'industrie, garder de l'engagement, donc on est d'accord avec tout ça. Et on a aussi une autre vision un petit peu à côté qui est un travail sur ce qu'on appelle le digital twin, qui va être en fait le jumeau numérique, donc une modélisation virtuelle du réel. C'est ce qu'on travaille par exemple depuis 2016 sur, alors on appelle ça Industrie 4.0. Il y a un petit buzzword qui s'est rajouté dessus, donc on dit maintenant métaverse industriel, mais c'est la même chose. Et donc depuis 2016, on travaille là-dessus, et notamment pour les usines. Si je donne un exemple, par exemple, on prend une usine, une chaîne de montage,
on a des capteurs qui sont installés sur l'outillage et on est en capacité, par exemple, de visualiser et de modéliser en fait le rendement d'une machine, par exemple, et voir si elle a un rendement différent et être en mesure, du coup, de pouvoir intervenir en avance sur le fait qu'il peut y avoir une panne et donc de la réparer ou de l'ajuster avant qu'elle casse. La même chose sur, par exemple, une visseuse sur la chaîne, de façon à voir si la personne fait le bon geste au bon moment comme il faut et qu'on peut éventuellement intervenir pour refaire de la formation. Et donc ça, en fait, cette modélisation qu'on peut avoir du coup d'une chaîne de montage, si on prend juste cet exemple-là, ça fait un rapport différent de l'intervention qu'a le chef de ligne, qui va du coup pouvoir peut-être ajuster, reformer ses équipes, retravailler là-dessus. Le directeur de l'usine, qui va avoir la vision sur l'ensemble de l'usine, sur l'ensemble des process, de façon à peut-être aussi ajuster, retravailler les chaînes de montage, retravailler les lignes. Et puis jusqu'à un CEO qui va être en mesure, en temps réel aussi, de à la fois visualiser ce qui se passe, mais aussi de pouvoir intervenir demain peut-être directement sur comment implanter une nouvelle usine, comment reformater une usine, etc., etc. Donc du coup, on voit que c'est un outil qui est assez puissant pour pouvoir demain, en tout cas, avoir un rapport à son métier, à sa fonction complètement différente. Alors sur l'usine, sur l'industrie, ça paraît assez évident parce que c'est des machines. Maintenant, l'idée, c'est de pouvoir transmettre ça aussi le transposer sur le design, par exemple aussi. Mais aussi sur tous les autres métiers, le marketing, le juridique, les achats, les RH. Donc voilà, c'est en tout cas nous comme ça qu'on voit aussi une présence du métaverse pour changer notre façon de travailler aussi chez nous. Super intéressant. Effectivement, on parle maintenant de métaverse industriel, mais on parlait avant d'industrie 4.0, c'est pareil. Ça marche. Merci en tout cas à tous. Donc effectivement, on voit qu'il y a beaucoup d'opportunités et c'est vrai. Aujourd'hui, les grandes marques et même d'autres types d'entreprises explorent de nombreuses facettes du métaverse. On l'a vu notamment sur les espaces de travail, sur l'industrie ou de l'engagement aussi, que ce soit pour des collaborateurs, des bénévoles. Ça, c'est très bien, il y a beaucoup d'opportunités, mais on peut se poser quand même beaucoup de questions. Nous, par exemple, avec mes associés qui sont là, Julien et Guillaume, coucou, on accompagnait il y a des années des migrations workplace complètement classiques, par exemple Office 365. Et en fait, on se rendait compte, il y a encore 2 ans de ça, des problématiques que ça engendrait dans les entreprises. Donc de là à se dire maintenant on va amener le métaverse, on imagine aussi évidemment les enjeux de culture et d'organisation que ça implique, mais aussi toutes les répercussions sur l'IT par exemple, ou sur d'autres problématiques de conduite du changement, comme tu l'as dit Jonathan aussi, de comment amener les COMEX, mais aussi les directions métiers à se transformer. Donc on va essayer dans ce petit temps 2 d'explorer ça justement, c'est quoi les défis pour pas que ce soit tout rose non plus, parce que c'est pas simple du jour au lendemain de passer sur le métaverse, et le risque, en tout cas l'écueil, c'est d'inventer quelque chose qui vit en parallèle mais qui ne s'impliquera jamais dans le quotidien en fait des entreprises. Et donc ma première question c'est pour toi Greg. On l'a vu, donc le métaverse ouvre de nombreuses opportunités. Selon toi, c'est quoi les défis majeurs auxquels font face les organisations au moment de se dire justement, voilà, je veux intégrer le métaverse dans mes process? Comment on peut paralléliser demain ou complètement intégrer les outils workplace classiques avec les outils métaverse? On a vu qu'il y a eu quelques expérimentations qui n'ont pas forcément donné des choses très positives. Par exemple, une réunion post-it dans le métaverse. Je ne sais pas vous, mais moi personnellement, ce n'est pas vraiment le cas d'usage que j'ai envie de développer. Il y en a d'autres qui sont bien plus intéressants. Comment toi, tu appréhendes tous ces enjeux organisationnels et de process avec tes clients? Alors, on a dit no bullshit. Je trouve que déjà le terme métaverse, il est galvaudé. On ne sait pas ce que ça veut dire. Et très clairement, c'est pour grave. Nous, on s'est créé il y a 3 ans maintenant, 2020. Et on ne s'est pas dit... on va faire des mondes virtuels parce que c'est la hype, etc. C'est trop bien. On a fait des mondes virtuels parce qu'on avait un problème de communication, de travail, comme l'a expliqué Carlos. Et en fait, on s'est dit, on est en train d'inventer quelque chose de nouveau. On a des amis qui s'appellent Meta, il s'est dit, je vais faire l'Internet dans l'Internet. Alors c'est très bien parce que du coup, il a créé une hype énorme autour de ce terme qui s'appelle Metaverse. En gros, ça veut tout et rien dire. Et aujourd'hui, ce qu'il en a fait, c'est pas poubelle, mais pas loin parce que la vision... elle est clairement pas bonne. Quand on crée une innovation, que ce soit de la blockchain ou peu importe, faut se poser la question de l'utilité. L'utilité aujourd'hui, dans quel cas on en a besoin. Nous, on s'est spécialisé sur les relations au travail, donc optimiser
la spontanéité, la productivité, même l'onboarding des nouvelles générations qui sont très friandes en fait de nouveaux systèmes de travail. Parce qu'Office 360, c'est génial, mais à part regarder un chat et ce qui se passe, vous ne savez pas les interactions entre les gens. Donc, nous, on pense qu'on amène de l'utilité clairement avec ça. Est-ce qu'on a raison ou est-ce qu'on a tort? J'en sais rien, mais en tout cas, c'est notre point de vue. Et du coup, on préfère parler plutôt de monde virtuel, dans lequel on va interagir, on va travailler, on va échanger, on va vivre une expérience, plutôt que d'un métaverse qui est ouvert en permanence et on ne sait pas ce qu'on va faire dedans. Ensuite, et la question, c'est comment est-ce qu'on amène, une fois qu'on a cette idée de, regardez, on a une super idée, ça va être super bien, ça va simplifier les relations dans vos équipes. Comment est-ce qu'on onboard ensuite les grands comptes ou les startups, etc. Les startups, c'est plus facile parce qu'elles sont beaucoup plus flexibles. Elles changent d'un projet à un autre parce qu'il y a une vingtaine de salariés, la résistance au changement est très faible. Mais lorsqu'on onboard le copain qui est à ma gauche, là, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a des sujets de sécurité, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on va faire des datas? Où est-ce qu'on stocke aussi la plateforme? Est-ce qu'on joue le jeu de la transparence ou pas? Est-ce qu'on joue le jeu aussi de la customisation? Parce que vous avez des plateformes qui ne vous permettent pas de créer, de personnaliser autant l'expérience que vous souhaitez. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels nous, dès le début, on s'est dit on veut tout ouvrir. Donc on a donné notre code. On est, je pense aujourd'hui d'ailleurs, la seule plateforme de monde virtuel qui est open source. On a 3500 stars sur GitHub, je pense qu'il y a des devs parmi vous. Donc ça fait quand même de nous la plateforme de monde virtuel qui est le plus suivie sur les réseaux de développeurs, donc c'est quand même pas n'importe quoi. On a joué le jeu aussi de la transparence sur la sécurité, sur les datas, on stocke rien, on n'enregistre rien, on est RGPD. On est en train d'entamer une migration depuis AWS, on est en train de venir chez OVH. C'est un tout nouveau projet pour 2024 parce que c'est un enjeu sécuritaire aussi pour nos clients. Puis on se rend compte que AWS, c'est bien, mais les Allemands, ils tiquent. Et aujourd'hui, les Allemands, en termes d'innovation technologique, c'est comme ceux qui poussent. Ce qui va être adapté après, c'est dans pas mal de boîtes. Donc on est très à l'écoute du marché allemand. Et après, qu'est-ce qu'on en fait dedans? Est-ce que les salariés aussi, leur expérience est bonne? Donc on fait tout pour être en mesure de leur proposer une expérience qui soit la plus simple possible. Donc 3 clics, pas d'installation. Et le gros sujet, c'est aujourd'hui, dans ces grandes corpos, elles sont habituées à travailler avec des outils. Donc les outils, soit on se dit, non, je suis meilleur que les autres, et on va faire un switch, il ne viendra plus travailler que chez moi. C'est complètement utopique de vouloir remplacer Microsoft dans une grosse boîte. C'est qu'est-ce qu'on va faire avec Microsoft, sachant que Microsoft, ils ne sont pas réputés pour leur ouverture. Donc pour aller s'interfacer avec Microsoft, il faut passer par des chemins de traverse. On y arrive, mais c'est complexe. Et aujourd'hui, il y a aussi plein d'outils dans la sphère technologique. Je pense à Miro, je pense à Klaxoon, etc., avec lesquels c'est beaucoup plus facile de jouer le jeu de l'intégration, parce qu'en fait, quand on est deux petits, aller travailler, aller adresser un grand compte, on va pouvoir lui amener une solution qui est beaucoup plus ciblée, beaucoup plus performante. Donc on essaye, nous, de jouer le jeu sur tous ces sujets-là, d'interagir et de s'interconnecter avec Klaxoon, avec Miro, etc., pour pouvoir aller ensuite draguer ces grandes corpos. Et bien évidemment, on regarde ce que fait Microsoft et Google. Alors Google, c'est plus facile, mais aujourd'hui, on peut pas... C'est impossible de se dire, je lance une plateforme de monde virtuel ou de métaverse, je fais ça tout seul dans mon coin et je regarde pas ce qui se passe autour, parce que le meilleur exemple, c'est Facebook qui s'est complètement planté, quoi. Merci beaucoup. Effectivement, on voit qu'il y a des enjeux très forts aussi, d'intégration dans les workplaces traditionnels des entreprises. Peut-être pour continuer justement un peu sur les défis organisationnels et aussi en termes de culture, parce que c'est vrai qu'on ne le dit pas souvent, mais je te rejoins sur le côté buzzword du terme, et même plus largement au Web3 Metaverse. Évidemment, il y a l'aspect tech, mais il y a un aspect culturel très fort que beaucoup d'entreprises oublient aussi des fois. Or, c'est intéressant et important de s'immerger dans les codes de cette culture, d'en comprendre aussi les enjeux des communautés. Et Sophie, justement, toi qui accompagnes les entreprises dans ces transformations-là, selon toi, comment le métaverse aussi peut renforcer la culture d'entreprise? En tout cas, c'est quoi l'impact aussi sur cette dimension culturelle des entreprises? Et c'est quoi les challenges que tu y vois en termes d'adoption? Parce qu'on le voit, on est encore au début, c'est encore beaucoup d'expérimentation. Pour toi, pour arriver à l'adoption, qu'est-ce qu'il faut? Alors, en fait, moi, j'avoue que chez WAGMI, on voit un peu ça comme un fight. On accompagne MetaFight sur MMA, donc on est un peu pareil. Faut voir le monde physique contre le monde digital. Aujourd'hui, on va tous au bureau, etc. Mais pourquoi est-ce que demain, un RH va pouvoir dire à ses collaborateurs, allez dans le monde digital, c'est mieux? Et en fait, il y a deux choses qui sont importantes dans les entreprises, c'est la productivité et la rentabilité.
Et aujourd'hui, un employé, il est plus productif s'il se sent bien au bureau. Si son bureau, c'est un open space avec des néons blancs où il est tout seul et où on peut compter les pixels sur son ordinateur, il n'est pas très productif. Et à l'heure où l'IA va vraiment arriver et où elle va automatiser beaucoup de tâches, la plus-value qu'on va apporter, nous, c'est sur notre créativité et la prise de décision. Donc il faut vraiment que ces 2 points soient au centre de l'intérêt du RH. Et donc pour ça, je pense, chez Wagmi, on pense qu'il faut pouvoir offrir un monde à votre collaborateur où il va vouloir s'exprimer. Et pour s'exprimer, par exemple, Steve Jobs, quand il est arrivé chez Pixar, il a créé un building. Il a tout refait, il a créé un building. Aujourd'hui, on dit à Renault, on arrive et pour faire vos collaborateurs, il faut un nouveau building. Ça va prendre du temps, ça va prendre de l'argent, mais on leur dit par contre, vous pouvez juste installer un monde digital et en fait vos collaborateurs vont pouvoir s'exprimer comme ils le veulent. Ça va être beaucoup plus intéressant. Et donc le monde digital brise une limite qu'on a aujourd'hui dans le monde physique de création vraiment d'un espace où vous pouvez vous exprimer qui vous ressemble. Et ensuite, alors ça c'est pas pour aujourd'hui, c'est une autre idée mais qui est pour demain, mais demain ça arrive beaucoup plus vite qu'on le pense. C'est qu'aujourd'hui, le monde dans lequel vous vous exprimez, dans lequel vous vous amusez après votre travail, c'est le monde de l'irréel, de l'imaginaire, c'est Netflix, c'est des franchises comme The Witcher qui vient de sortir, c'est des franchises comme Harry Potter, etc., comme One Piece. Et en fait, pour que votre collaborateur ait envie de venir au boulot, etc., qui continue, il va falloir lui permettre de quitter ce monde fade de la vie et de passer dans le monde physique, dans le monde digital qui est beaucoup plus attractif au final. Et pourquoi pas demain lui proposer de prendre sa pause café dans la grande salle d'Harry Potter, de faire de la gym avec One Punch Man, voilà plein de choses qu'il va pouvoir expérimenter. C'est sûr qu'il va y avoir des grosses contraintes d'adoption, etc. Et donc c'est bien ce que je dis, c'est pas pour aujourd'hui, c'est pour demain, mais il va vraiment falloir penser cette culture d'entreprise de qu'est-ce que vous créez et qu'est-ce que vous voulez que votre collaborateur crée et comment est-ce qu'il peut le créer, à aller vers vraiment qui pousse son imagination au maximum et vraiment lui permettre de lui donner les clés presque de votre entreprise et lui dire allez-y, amuse-toi, fais ce que tu veux. Hyper intéressant. Mais des fois, on parle du côté dark et du côté bien du Web3. Effectivement, il y a 2 côtés. Il faudra voir lequel sort en premier. Peut-être pour poursuivre, Carlos et Jonathan, alors je vous laisse voir qui veut répondre en premier, mais ce qui m'intéresse, c'est d'avoir aussi votre vision sur comment vous accompagnez du coup cette transformation, vous, dans ces grands groupes où on sait qu'il y a une conduite du changement qui est importante. On l'a un peu introduit tout à l'heure. Il y a des enjeux culturels. Comment on immerge ses collaborateurs, comment on leur fait adopter un peu ces nouveaux codes, cette nouvelle culture, et comment aussi on tire cette nouvelle culture des jeunes générations qui intègrent vos groupes. Et aussi sur des sujets un peu plus sérieux, entre guillemets, hard, on va dire, comment on anticipe des enjeux clés comme la cybersécurité, comme l'usurpation d'identité. On parle beaucoup d'avatarisation aussi. C'est quoi le futur aussi de l'identité digitale dans un groupe, par exemple? Est-ce que demain, j'aurai toujours un badge pour me connecter? Voilà, on sait qu'aujourd'hui, il y a aussi des enjeux légaux très importants et des enjeux de cybersécurité, de shadow IT et autres. Je vous laisse choisir les sujets sur lesquels vous préférez parler, mais intéressant d'avoir un retour concret parce que oui, la transformation, elle va prendre du temps et elle demande aussi d'engager toutes ces conduites du changement sur ces différents streams. Peut-être la partie IT, je te laisserai la cybersécurité et tout, moi je suis pas là-dessus, mais comme je disais, en fait, comment on aborde cette culture, comment on la fait entrer. On a beau avoir, nous, aujourd'hui, comme je disais au début, un CEO qui croit qu'il y a une vision qui veut pousser les choses. Malgré tout, on n'a pas aujourd'hui de direction spécifique là-dessus. On n'a pas d'organisation, de process qui sont établis. Et pourtant, on a des initiatives qui sont développées au marketing, à l'ingénierie, au design, qui sont plutôt des one-shot. Et on se rend compte qu'en fait, il y a besoin d'organiser tout ça, de donner un cadre, une stratégie globale, en fait, de travailler en fait, autour de ces sujets avec quand même une direction qui soit commune, de créer aussi de la synergie, parce qu'on a la chance d'avoir beaucoup de talents chez nous, mais aussi beaucoup de gens qui ne sont pas encore croyants, on va dire. C'est super intense ce que tu disais, parce que moi j'ai 2 ados à la maison, on voit qu'ils ont un rapport au digital, au virtuel, qui n'est pas du tout le même que peuvent avoir des quarantenaires, cinquantenaires qu'on a chez nous. Je suis dans les quarantenaires, donc je suis dedans. Hein. Mais on doit préparer le terrain, en fait,
pour les prochaines générations qu'on va devoir séduire, qu'on va devoir faire venir chez nous, embarquer, engager, garder. Et donc on se rend compte qu'il va falloir commencer à structurer, à créer l'organisation autour de ça. Donc c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire. Alors pour l'instant c'est fait plutôt de façon assez itérative, organique. On a une approche chez nous en tout cas qui n'est pas de se dire on part d'en haut, on fait du top-down en fait et voilà comment faire. On essaie plutôt de montrer par la culturation, par des projets qui sont développés, que ça va répondre à des problématiques existantes aujourd'hui avec des outils qui sont différents. Travailler l'engagement autour de ça aussi. Donc voilà un peu comment on essaie d'aborder la culture, de se faire accompagner évidemment aussi de partenaires de confiance pour traiter ces sujets. Et monter finalement en compétences petit à petit. On a commencé en 2022, nous, à avoir une petite organisation. Il y avait 2-3 personnes autour de notre directeur design qui avait été mandaté justement par Luca pour travailler une stratégie. Cette année, on est 7 ou 8. On veut être l'année prochaine une vingtaine, voire une trentaine, en fait, avec un budget x5 par rapport à cette année, etc. Donc voilà, on essaie de travailler ça comme ça. Malgré tout, on garde cet esprit, pour le coup, très Web3, de se dire, voilà, on monte petit à petit, en organique, on convainc les gens par le travail, par le résultat, et pas juste par, on va dire, un dogme ou une envie de changement absolu, quoi. Ouais, je crois que le maître mot, c'est d'abord l'humilité. Je pense qu'on est vraiment au tout début de quelque chose qu'on a du mal à maîtriser. Et donc, c'est la première posture, je pense qu'il faut qu'on ait tous. Ensuite, il faut beaucoup observer. Nous, on observe beaucoup tout ce qui se passe autour de nous et on essaie d'apprendre aussi des expériences des autres. Et en effet, je te rejoins quand on a la chance d'avoir un partenaire qui est déjà installé, qui a plein de cas d'usage qu'il peut nous montrer. Ça nous permet d'avancer. Puis ensuite, il faut se faire sa propre idée à soi, en fait. Et donc, identifier chez soi les cas d'usage qui nous semblent être pertinents et qu'on va pouvoir tester. Chez Allianz, par exemple, en workplace, on a aujourd'hui 3 cas d'usage qu'on a identifiés. On a embarqué 3 équipes volontaires sur ces cas d'usage. Et chacun, on va tester quelque chose, on va essayer d'apprendre quelque chose dans les situations qui sont spécifiques. Et ça, c'est super important parce qu'il faut qu'on ait, nous, notre propre expérience là-dessus, en fait. Ça permet aussi, très tôt, en fait, d'embarquer toutes les parties prenantes de l'entreprise. On parlait tout à l'heure du RSSI, quand on est venu leur dire les gars, on va faire du métavers, enfin de l'espace de travail digital, ils ont eu une petite frayeur. Alors ils nous ont dit c'est quoi vos prérequis? Pas d'installation, tu l'as dit, de la sécurisation, pas de documents stockés, enfin bref, et on a trouvé le partenaire qui nous répondait à ça, RGPD évidemment, et on a trouvé le partenaire. Puis ensuite on a engagé les équipes, les collaborateurs, on les a fait construire leurs propres espaces. Et c'est très intéressant ce que tu disais parce que 3 équipes, 3 objectifs différents et 3 univers, mais complètement différents. Et là, on rentre dans la logique de la personnalisation des espaces de travail, de l'identité de l'entreprise, mais plus encore de l'identité de l'équipe, celle que le manager, celle que l'équipe veut voir apparaître et veut partager avec les membres de l'équipe. Et ça, c'est très intéressant. Puis, dernier élément, je pense que c'est aussi particulièrement important, c'est deux éléments, c'est d'organiser le partage d'expériences. Les 3 équipes, on a organisé et structuré, d'ailleurs dans Work Adventure, des réunions mensuelles pour permettre justement d'échanger leur expérience, puis surtout de communiquer en interne sur ces expériences pour générer potentiellement d'autres envies, d'autres collaborateurs de pouvoir s'impliquer dans ce type de monde. Donc ça fonctionne d'abord par du test, voilà, on est humble, on regarde, on observe, on teste, et puis on se fait notre propre idée en embarquant le maximum de monde. Oui, effectivement. Et juste sur le plan de la sécurité et sur l'identité, je crois nous, en tout cas, chez Allianz, on n'en est pas encore à ce stade-là, je pense. C'est des vrais sujets qui sont à venir. Le vol d'identité et autres, même si on a mis en place un SSO pour éviter que n'importe qui rentre, même si on a testé les tokens pour permettre à certains collaborateurs d'accéder à certaines maps, certaines zones de la map ou autres. Mais je pense qu'on en est vraiment au tout début et je pense qu'il faut qu'on arrive à faire nos propres erreurs pour apprendre sur ce sujet-là. Ouais, j'ajoute un tout petit mot là-dessus. En 2021, quand on s'est dit, allez, on balance de la communication, on va faire de la prospection, on va convaincre tout le monde de venir travailler dans un monde virtuel, en fait, il y a des profils, ils n'iront jamais travailler dans un monde virtuel. Chantal, qui est à la compta, toute la journée, elle traite des factures, elle n'ira jamais. Donc à un moment, il faut juste se dire, ok, on va prendre un peu de recul. Dans quel cas et dans quelles équipes on va apporter le plus de valeur? On va onboarder ces équipes en premier, ou alors d'autres use cases, du recrutement, de l'événement, etc. Pour ensuite aller, que ça devienne
un outil digital parmi les autres dans une boîte, mais de se dire, alors je suis déçu, hein, parce que moi j'avais rêvé que tout le monde soit dans la même boîte, tout le monde dans un monde virtuel, mais il y a des profils, ils iront pas en fait. Donc à un moment, il faut arrêter de se dire, faut pas être frustré, de se dire, bon, dans quel cas c'est adapté, et c'est un super travail qui est fait avec Allianz, justement, avec ses équipes, avec des profils différents, et comment est-ce qu'ils se l'approprient eux aussi. Et en fait, un raisonnement à la maille équipe, à la maille business unit, comme toi tu disais, on aborde petit à petit. En fait, c'est là où ça fait du sens. Oui, effectivement, pour synthétiser tout ce que vous avez dit, je partage, hein, nous, c'est ce qu'on voit aussi en accompagnant les grands groupes. Déjà, comme tu l'as dit, Carlos, on est vraiment dans une phase encore d'éducation et de construction. Il y a très peu de boîtes, voire aucune, qui est déjà dans une phase de déploiement à l'échelle. Et donc, c'est vraiment le bon moment d'être humble, agile, de tester des choses et surtout, comme vous l'avez tous dit, d'y aller aussi avec sa propre ADN, sa culture, parce qu'on l'a dit, c'est un point important. Et évidemment, tous les espaces ne seront pas les mêmes, comme aujourd'hui, les bureaux ne sont pas les mêmes. Et finalement, le parallèle qu'on peut faire aussi, parce que là, on a beaucoup parlé de workplace, mais il y a beaucoup de problématiques qui sont les mêmes que les problématiques qu'on va adresser vis-à-vis de clients. On parlait d'ultra-personnalisation, on parlait de culture, on parlait après d'enjeux IT, légaux, de connexion, d'identité. C'est les mêmes problématiques que, en tant que marque, vous aurez aussi avec vos clients finalement. Et c'est aussi là-dessus qu'il va falloir vraiment trouver sa place. Et c'est dans les années à venir aussi où on verra les cas d'usage qui prennent le plus. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que des grands groupes aussi s'y lancent concrètement. Et comme tu dis, tout le monde n'ira pas. En revanche, moi, maintenant, j'ose le dire quand même. Je pense que si on se pose encore la question de pourquoi il faut y aller, il faut plutôt se demander comment, pour quelles raisons, pour quels objectifs et pour quels résultats aussi. Parce que tu l'as bien dit, il ne faut pas se leurrer, mais derrière, il faut aussi chercher de la rentabilité, de la performance, des KPI. Donc j'avais 2 dernières questions, mais je vois qu'il reste 9 minutes. Ce que je vous propose, c'est qu'on switch l'avant-dernière, qu'on aille directement à la dernière. J'aimerais bien qu'en un mot, vous nous disiez chacun, alors un ou deux, vous pouvez dire 2 mots si vous voulez, votre vision ou votre conviction sur le futur du workplace, powered by Web3 ou Metaverse, peu importe. Voilà, vraiment en un mot, c'est quoi votre vision ou c'est quoi votre conviction? En tout cas, ma conviction, c'est que on ne reviendra pas finalement à 100% au bureau, même si on entend plein de choses aux États-Unis qui disent qu'on va tous revenir au bureau. Nous, ce qu'on observe, c'est que le mode de fonctionnement hybride est là pour rester. Et il est installé, il est là. Et qui va encore plus se flexibiliser en termes de temps et en termes de lieu de travail. Donc les problématiques qu'on a vécues là, entre la maison et le bureau, on va le voir démultiplier parce qu'on va pouvoir travailler de n'importe où. Et cette nécessité finalement d'avoir un espace commun qui nous ressemble, qui est personnalisé pour justement recréer du lien dans l'entreprise et dans l'équipe, va devenir de plus en plus important. Et donc l'enjeu pour un groupe comme le nôtre, c'est de pouvoir proposer ce genre de choses, enfin ce genre d'espace en fait à nos collaborateurs. Et ça nous pose la question de comment on envisage éventuellement d'intégrer ce genre de compétences de création, de gestion et d'accompagnement des équipes justement dans ces lieux, en partenariat avec des partenaires, et comment on va potentiellement même intégrer des nouvelles compétences dans l'entreprise pour pouvoir gérer ça. Donc on est là, je pense que c'est là pour être pérennisé. Je suis d'accord avec Greg, ça ne conviendra pas à tout le monde, mais par contre, là où c'est pertinent, il faut être capable de pouvoir apporter une solution. Heureusement que c'est 2 mots. Oui, mais j'ai pas fait de blanc entre les Je pense qu'il y a une soif des nouvelles générations qui arrivent, où ils veulent de la liberté dans leur manière de travailler, d'être un peu chez eux, d'être dans un coworking, des bâtiments comme celui-ci qu'on ne voyait pas il y a une quinzaine d'années. Et ça marchera si les boîtes font naturellement confiance à leurs employés. Aujourd'hui, de dire je suis le contremaître dans un open space, j'ai mon bureau vitré et je vois ce qui se passe et je contrôle les horaires, ça ne marchera plus. Ou en tout cas, si ça marche encore, il faudrait que ça change. Donc c'est que les boîtes aient vraiment confiance dans leurs salariés et aussi un peu de fun. On peut s'amuser en travaillant, quoi. C'est la base. On est là, on a des colliers de fleurs, on dit des trucs quand même un peu intelligents, enfin je crois. Faut qu'on se marre quand on travaille, parce que sinon on s'emmerde et autant changer de boulot, quoi. Ne réfléchissez pas trop et allez-y, parce que en fait, si vous y allez trop tard, vous allez perdre des talents. Donc oui, vous allez faire des erreurs, vous allez peut-être faire des erreurs d'IT, des erreurs de personnalisation qui vont peut-être pas plaire à vos employés, mais en fait, si vous n'y allez pas, les nouvelles générations, elles n'auront pas le potentiel que vous mettez chez eux, en eux, donc il va falloir y aller, tout simplement. Et moi, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit.
Je rajouterais juste que je n'ai pas une conviction absolue, mais je pense que il y a peut-être encore un produit, comme a été l'iPhone pour le Web 2, un usage, et notamment de la génération qui va arriver, aura sans doute pas du tout les mêmes attentes que celle qui est aujourd'hui. Donc c'est un produit, il y a des usages qu'on ne connaît pas encore et qui vont, à mon avis, encore transformer ce qu'on est en train de dire là, et peut-être que dans 2 ans, ce qu'on est en train de dire là, en fait, sera beaucoup plus loin, aura quelque chose, une portée en tout cas qui sera beaucoup plus grande ou différente en tout cas de ce qu'on peut imaginer aujourd'hui. Et c'est aussi ça qui est intéressant, c'est qu'on a un moment en fait où on va pouvoir créer ça, travailler là-dessus et développer ça. Voilà. Oui, tout à fait. Je pense que les certitudes qu'on pense avoir aujourd'hui ne seront pas celles de demain. D'ailleurs, si dans un an on se retrouve, on verra si on a toujours la même vision. En tout cas, effectivement, merci pour cet échange et ce débat sur ce sujet hautement intéressant, parce qu'on va suivre les actualités dans les mois à venir de beaucoup d'entreprises. Effectivement, on parlait des nouvelles générations, mais ce n'est pas que les nouvelles générations, hein, parce que ces sujets immersifs, ça emballe aussi plein d'autres personnes. Et pour les nouvelles générations, il y a aussi plein d'autres enjeux qui sont importants. Ils sont très au fait de la partie sustainability, par exemple. On voit bien qu'il y a des enjeux d'éthique, de social, sociétal, qui sont importants à prendre en compte. Et avant de terminer, juste une petite annonce de mon côté, puisqu'on parle de métaverse. Pour ceux qui souhaitent venir à Toulon, le 12 septembre, on lance le premier métaverse du sport français avec le Rugby Club toulonnais. C'est pas du workplace, mais c'est pour les fans. Et c'est aussi pour les entreprises qui voudront faire des événements. Donc voilà, si vous voulez assister au lancement de ce premier métaverse, avec plaisir. Merci à tous les 4. Et on a pile 4 minutes 30 de questions. Donc si vous avez des questions, allez-y. Merci beaucoup. N'hésitez pas à poser vos questions. Je sais que c'est le matin. Oui, je ne sais pas si vous avez il y a une question là-bas. Merci. Moi, j'avais une question peut-être pour Grégory. C'est toi qui a parlé du fait de ne pas pouvoir onboarder tout le monde dans le métaverse. Alors ça, c'est tout à fait possible. Enfin, je suis tout à fait d'accord. Par contre, vu que maintenant tous nos échanges sont digitalisés, enfin les téléphones de Marie de la Conta ou comme ça, c'est de la VoIP, on pourrait très bien interconnecter notre métaverse avec notre carnet de téléphone physique. Et du coup, effectivement, ceux qui ne font pas partie du métaverse n'y rentreront pas. Par contre, on pourrait tout à fait pouvoir les contacter, même si on est connecté dans notre métaverse, ou Marie de la Conta pourrait nous appeler dans notre métaverse également, ou via du chat, ou via ce genre de technologie. Est-ce que y a des projets qui travaillent dessus, ou pas du tout? Alors, je n'ai pas la moindre idée. En tout cas, c'est une très bonne idée. On va la mettre dans le backlog. Mais oui, effectivement, la question cruciale en fait, dans toutes les plateformes de monde virtuel, c'est comment tu fais revenir les gens dedans une fois qu'ils se sont déconnectés, et aussi des gens qui n'iront pas. Comment est-ce que tu communiques avec elles? On n'a pas de solution miracle pour le moment. Nous, on se lance dans l'interconnexion avec Microsoft parce que c'est le truc naturel qui tourne dans les boîtes. Mais peut-être dans un an, on dira on a la voice, un IP qui est directement dans la plateforme. Je ne sais pas, mais en tout cas, on fait tout pour aller s'ouvrir sur les outils qui sont utilisés par la plus grande majorité des travailleurs dans une boîte. Ouais. Pour le coup, déjà, dans le workplace traditionnel, tout le monde n'y allait pas. Hein. Tout le monde ne va pas forcément sur les forums. En moyenne, sur un Teams, tu parles entre 6 et 7 mêmes personnes par jour. C'est tout le temps les mêmes. Donc, tu sais que tu as toute ta boîte à qui tu as accès, mais tu parles toujours aux 6 à 7 mêmes. Donc, encore une fois, c'était l'idée de Zuckerberg, c'est de dire on va mettre tout le monde dedans, mais en fait, tu n'as pas besoin de parler à tout le monde. C'est pour ça le raisonnement par projet, équipe, business unit, l'utilité, ce que tu veux faire, etc., le use case que tu veux traiter, il a beaucoup de sens pour après le déployer à plus grande échelle, mais est-ce que tu as besoin de parler à tout le monde d'un coup dedans? C'est une question. Merci. Tout d'abord, merci à l'ensemble du panel et en particulier à Karen pour la qualité de l'animation. En fait, je voulais simplement essayer de revenir sur le point qui n'a pas été évoqué par faute de temps, parce que certainement qu'il faudrait autant de temps pour parler des KPI. Mais on parlait de rentabilité et de productivité. Peut-être simplement en termes de mise en place et de volonté de mesurer des choses pour montrer à un management qu'on va dans le bon sens.
qu'est-ce que vous faites en fait, de façon assez pragmatique. Et si même c'est pas des KPI, mais c'est quoi la démarche et comment je valorise ce que je fais, quoi. Merci. Alors, on a deux types de KPI, alors quantitatif, qualitatif. Ceux qu'on observe par exemple sur les pilotes que nous avons lancés, c'est le nombre de gens qui se connectent. Ça, c'est assez classique. Mais un KPI qui est très intéressant, c'est le nombre de connexions qui se créent entre les personnes, le nombre d'interactions. En fait, on se rend compte que quand on regarde les analyses, on se dit qu'en dessous d'un certain nombre de connexions, on perd de l'engagement, la personne n'est pas engagée. Au-dessus d'un certain nombre de connexions, même dans le monde physique, hein, quand on en a trop, on perd en productivité. Et donc l'idée, c'est de mesurer en fait ces interactions existantes entre personnes dans le métavers pour voir à quel niveau on se situe et quel est le degré d'adoption et quel est le bénéfice qu'ils en tirent. Donc ça, c'est un KPI très simple qu'on arrive à mesurer et qui nous permet de voir en effet si ça ramène ou si ça rapporte quelque chose. Un autre élément qui est plutôt le qualitatif, c'est on fait des enquêtes avec les collaborateurs, on leur montre ce qui va, ce qui ne va pas, on les intègre aussi dans l'adoption et le design des espaces et on leur demande ce qui leur manque et autres. Et en l'occurrence, on remonte le type de demande qui est la connexion en effet entre ces mondes-là et Teams parce que c'est compliqué d'avoir à gérer plusieurs outils. Une question qui nous est venue assez rapidement, c'est quand on fait une vision, on la fait où en fait ? Ouais, tout à fait. On l'a fait dans le métavers ou on l'a fait dans Teams ? On a dit, vous l'intégrez dans votre processus, et là l'accompagnement dans vos processus d'équipe, comment elle fonctionne, et c'est vous qui décidez à quel moment vous passez de l'un à l'autre en fait. Donc tout ça, c'est vraiment beaucoup d'apprentissage et on essaye de travailler à la fois sur des KPI quantitatifs et qualitatifs pour mesurer ça. Et on les partage avec le board et avec les équipes. Très bien, merci. On n'a plus de temps, mais de toute façon, moi, c'est rapide. Nous, il y a les KPI, de toute façon, qui sont tout le travail qui est fait, par exemple, le marketing, où c'est pas le workplace. Ils ont commencé, évidemment, à tester le Web3. Bon, le KPI, maintenant, il est assez clair. Il faut que ça rapporte de l'argent. Ça a beaucoup coûté pour l'instant. Enfin, ça a coûté en tout cas une certaine somme, on va dire, mais maintenant, il faut que ça rapporte. Donc, le KPI, il est assez simple. Nous, sur les sujets qu'on va traiter, nous, de notre côté, de façon un peu plus transverse, et donc sur plutôt de l'utility que de la com ou du marketing, pour être sincère, pour l'instant, on n'a pas encore posé de KPI. On a fait ça plutôt par intuition. Mais on est conscient qu'il faut qu'on le fasse. Ça va être le sujet d'ailleurs d'ici la fin de l'année, en fait, à poser des vrais KPI. Il y aura du business dedans, il y aura forcément de la rentabilité dedans. On va essayer aussi d'avoir des KPI qui soient au-dessus de ça, qui soient un petit peu la valeur en fait cachée qu'on peut avoir derrière. Voilà, mais on ne l'a pas encore posé. Mais clairement, pour terminer, et on peut conclure, je pense, mais effectivement, le sujet des KPI, on n'a pas eu le temps de l'évoquer, mais il est clé. Comment aussi on arrive à mesurer en fait l'impact, parce que ce n'est pas les mêmes mesures que dans certains systèmes traditionnels. Et parfois, on peut se tromper aussi de mesures. Par exemple, à une époque, il y a beaucoup de groupes qui cherchaient surtout à aller sur des plateformes où il y a beaucoup d'utilisateurs. Mais finalement, quand on parle par exemple de workplace, en fait, on s'en fout parce que c'est pas ça qui va faire rester les utilisateurs. C'est plutôt l'expérience qui est proposée, ce qu'on peut y faire, l'interconnexion qu'on peut avoir avec ces outils collaboratifs. Et parfois, il y a même des métavers qui ne sont pas ouverts tout le temps. En revanche, quand ils sont ouverts, là, on a des KPI intéressants. Mais merci à tous. Et puis, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Je crois que vous serez là toute la journée. Merci. Well, thank you very much for this fascinating talk on the workplace in the metaverses. And now, following in just 2 minutes, really great talk on how NFTs are used in gaming and in metaverses. So stay tuned, just 2 minutes from now, another fascinating talk.